Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de parler d'un secteur qui a fait couler beaucoup d'encre au début de l'année 2020, un secteur qui a connu une véritable crise et qui la connaît encore, c'est le secteur de l'industrie pétrolière et gazière. Et c'est vrai qu'en tant qu'investisseur de long terme, investisseur value, on est légitime à se poser la question, est-ce que finalement c'est pas le bon moment pour rentrer dans ce secteur-là sur le long terme, étant donné que certaines sociétés de ce secteur ont connu des véritables plus bas historiques de leur cours en bourse. Donc on va essayer de répondre à cette question en dans un premier temps étudiant le secteur, comprenant un peu comment il est structuré, et puis dans un second temps en passant quelques exemples concrets de sociétés pour vous donner des pistes de réflexion d'investissement. C'est une vidéo qui va être assez longue et qui va être assez dense et donc justement je vous propose de faire deux vidéos. Dans un premier temps, on va commencer bien évidemment par étudier comment un investissement dans l'industrie pétrolière et gazière peut s'inscrire dans le contexte environnemental que l'on connaît et la nécessité de la transition énergétique. On va également s'intéresser à la structure de la chaîne de valeur de ce secteur-là et puis quels sont les potentiels risques et opportunités dans ce secteur. Et puis dans un second temps, dans une deuxième vidéo, on passera en revue quelques exemples très concrets de sociétés avec les potentielles opportunités qu'elles peuvent représenter. Si vous découvrez la chaîne Value Investing, bienvenue. Si vous l'avez compris, on parle d'investissement en bourse sur le long terme. N'hésitez pas à télécharger le guide pratique de l'investisseur value débutant dont le lien se trouve dans la description. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter pour recevoir un mail d'analyse ou de conseil ou un point sur la situation économique tous les 10 à 15 jours environ. Maintenant, vous savez tout, c'est parti et je vous propose de commencer avec le contexte environnemental. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est investir dans le secteur pétrolier et gazier. Est-ce que finalement ça va pas à l'encontre de la transition énergétique et du contexte environnemental qu'on connaît tous? Est-ce que c'est un investissement qui finalement est responsable? Donc le point de départ de notre contexte environnemental, on va prendre la conférence des parties, la fameuse COP 21 qui s'est tenue à Paris en décembre 2015 et qui vise à proposer des accords internationaux pour proposer justement des actions concrètes pour limiter le réchauffement climatique et atteindre nos objectifs. Les objectifs climatiques qu'on a aujourd'hui, c'est de parvenir à une augmentation des températures globales à l'échelle de la planète de plus 2 degrés en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire par rapport à 1850. Alors on sait d'ores et déjà aujourd'hui que ça va être très compliqué et qu'on va sûrement être au-dessus de ces plus 2 degrés et l'objectif en fait, ça va être de parvenir à avoir une augmentation de la température qui va être la plus faible possible. Donc quand on parle de réchauffement climatique, le point de départ, ça va être les émissions de gaz à effet de serre. Et justement, regardez, sur ce graphe, on voit la répartition des émissions de gaz à effet de serre et globalement, on voit qu'environ 25%, donc un quart provient de l'agriculture, 25% de la production d'électricité et de chaleur, environ 15% des transports et 21% de l'industrie. Et donc à travers ces secteurs-là, les sources primaires d'énergie vont être principalement responsables de l'émission de ces gaz à effet de serre. Et justement, sur ce graphe donc de l'Agence internationale de l'énergie, on peut voir que la répartition des sources primaires d'énergie à travers le monde se répartissent comme suit, environ un tiers de pétrole, un quart de gaz naturel, et donc ici on voit que le pétrole et le gaz naturel comptent pour environ 55% des sources primaires d'énergie à travers le globe. À cela, on rajoute le charbon et en fait, on se rend compte que les sources primaires d'énergie qui sont décarbonées, qui n'émettent pas d'émissions de carbone, de gaz à effet de serre, sont relativement plus marginales face aux énergies carbonées. Quand on voit ces chiffres, que 55% des sources primaires d'énergie mondiale proviennent de l'industrie pétrolière et gazière, on comprend dès lors pourquoi elle est aussi importante. Alors ça, c'est l'image à l'heure actuelle, mais ce qui est intéressant, ce que nous, on veut savoir en tant qu'investisseur, c'est comment est-ce que cette industrie-là va évoluer dans le temps. Et en fait, on a deux pistes ici. La première piste, ça va être l'évolution de la population mondiale. Aujourd'hui, on a environ 7,5 milliards d'humains sur Terre et on projette d'être 9 milliards en 2040. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que en plus de l'augmentation globale de la population, on a également un phénomène d'augmentation de la consommation énergétique par tête à travers le monde, puisque notamment tiré par les pays émergents, la classe moyenne va augmenter et puis la population mondiale va avoir de plus en plus accès à l'énergie et va vouloir le confort et le pouvoir d'achat que les pays occidentaux développés, par exemple, détiennent aujourd'hui. Et on prévoit en fait un doublement de la classe moyenne d'ici 2030. Donc l'augmentation de la population combinée avec une hausse globale du pouvoir d'achat, de la consommation énergétique par tête et un doublement de la classe moyenne d'ici 2030, et bien tout cela, vous vous en doutez, va conduire nécessairement à une hausse de la consommation énergétique mondiale. Alors justement, on a de nombreux rapports, donc notamment émis par les sociétés pétrolières et par d'autres agences indépendantes qui essaient de déterminer, de faire des projections pour comprendre
quelles vont être nos habitudes de consommation énergétique de demain, à la fois en termes de quantité, mais aussi en termes de sources d'énergie primaire. Donc ici, on peut passer à travers par exemple l'énergie outlook d'une des plus grosses sociétés pétrolières mondiales qui est ExxonMobil. Ce qu'ExxonMobil projette, c'est évidemment une demande globale d'énergie mondiale en hausse et qui va croître environ de 20% d'ici à 2040. Et la production d'électricité, elle, va croître de 60% d'après cette même étude-là. Ensuite, en termes d'énergie des transports, qui évidemment constitue une des principales sources de consommation de produits énergétiques, eh bien, on a une prévision ici en hausse de 25% d'ici à 2040. Et il faut bien comprendre, et ça c'est très important pour la suite, que la demande de produits pétroliers, elle est tirée pas seulement par les voitures que l'on prend nous, mais aussi par les bus, les trains, l'aviation, mais aussi le transport routier et le fret maritime. Et ce que la Major projette, c'est qu'en 2040, eh bien, environ 50% de l'énergie globale mondiale eh bien, sera liée au pétrole ou au gaz, contre 55% environ aujourd'hui. Et donc cela nécessite notamment de nombreux investissements qui vont être nécessaires pour continuer à alimenter le monde en énergie. Donc 55% aujourd'hui contre 50% seulement en 2040, on peut finalement se poser la question, est-ce que c'est pas une industrie qui est en déclin avec une consommation mondiale qui va diminuer en pétrole et en gaz? Donc en fait, on va aussi regarder les prévisions en termes de nombre absolu de quantité de produits pétroliers et gaziers. Donc justement sur ce graphique, ce qu'on peut voir, c'est l'évolution du mix énergétique à travers les années et on observe très nettement un rôle croissant qui va être joué par le gaz naturel, donc source d'énergie qui est moins carbonée, qui rejette moins d'émissions de gaz à effet de serre que le charbon notamment. Donc rôle croissant du gaz naturel au détriment du charbon. Et on voit également que le pétrole continue à croître et finalement va atteindre un plateau. Et ça c'est très intéressant parce que cela montre qu'on a toujours une demande en croissance et que même dans plusieurs dizaines d'années, eh bien des investissements seront nécessaires pour continuer à maintenir simplement la production pour subvenir aux besoins énergétiques de la planète. Alors quand on voit l'évolution de la demande en gaz naturel, on peut se demander finalement pourquoi est-ce que justement cette source-là va être amenée à connaître une telle croissance. Et bien en fait, le recours au gaz naturel, c'est une des pistes privilégiées qui va être utilisée pour lutter contre le réchauffement climatique. Même si c'est une énergie qui est carbonée, c'est une énergie qui rejette bien moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on parle en termes de source d'énergie pure et ça va également jouer un rôle croissant dans la pétrochimie, qu'elle est nécessaire également pour accompagner l'augmentation de la population mondiale et le développement de nombreux pays. Et en fait, ce que l'Agence internationale de l'énergie prévoit, c'est que d'ici 2030, le gaz naturel deviendra la deuxième source de combustible mondiale en passant devant le charbon. Et donc, comme je vous le disais, au-delà des sources primaires d'énergie, on a un vecteur de croissance de l'industrie pétrolière et gazière qui est très fort, c'est celui de la pétrochimie. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la demande en pétrochimie sera boostée pour fabriquer de nombreux produits qui sont essentiels au quotidien, qui nous entourent, comme les textiles, les cosmétiques, les plastiques à usage alimentaire notamment, les plastiques à usage médicaux, industriels, etc. Et donc cette pétrochimie-là est un fort moteur de croissance de la demande en gaz et en pétrole. Et ça peut être paradoxal d'ailleurs parce que cette pétrochimie-là, elle nous sert notamment à construire des matériaux comme des plastiques qui vont être plus légers, qu'on va pouvoir mettre dans nos voitures pour qu'elles consomment moins de carburant et qu'elles rejettent moins de gaz à effet de serre. Et il ne faut pas oublier non plus que le plastique, notamment alimentaire, participe à la sécurité alimentaire mondiale. Donc tout cela, ce sont des produits qui sont produits par la pétrochimie et qui sont absolument nécessaires. Et aujourd'hui, on sait encore très difficilement, peut-être même trop difficilement, se passer de ces produits-là essentiels. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur le contexte climatique? Eh bien, dans un premier temps, l'industrie pétrolière et gazière, contrairement à ce qu'on peut souvent entendre, ce n'est pas une industrie qui est en déclin. Bien au contraire, c'est une industrie qui est en pleine effervescence puisque, vous l'avez vu, la demande globale de produits pétroliers va être en augmentation jusqu'au moins 2035-2040, date à partir de laquelle on atteindra un plateau. Quant au gaz naturel, eh bien, lui, il va continuer à croître au fil des décennies et va même être un des piliers fondamentaux de la lutte contre le réchauffement climatique. Et justement, comme on l'a vu, aujourd'hui, 55% des sources d'énergie primaire à travers le monde proviennent du pétrole et du gaz. Et donc, plutôt que de tourner le dos et de faire la politique de l'autruche vis-à-vis de cette industrie-là, c'est une industrie qui, à l'inverse, convient de faire évoluer pour accompagner la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui avec différentes technologies qui sont à l'étude. Donc, par exemple, la capture du carbone ou encore l'amélioration de l'efficacité énergétique des différentes installations. Ces sociétés-là, donc notamment les majors pétrolières, ont à la fois la légitimité et le cash pour faire évoluer les solutions et étudier, par exemple, des pistes de production de plastique
plastique à usage alimentaire moins polluant. Et donc dans une optique d'investissement de long terme, si on veut à la fois investir sur un secteur qui va être prometteur, qui va être en croissance au fil des années et à la fois accompagner la lutte contre le réchauffement climatique et être cohérent avec la transition énergétique, eh bien on pourra notamment s'intéresser aux sociétés qui sont particulièrement positionnées à la fois sur la diversification du mix énergétique, donc c'est notamment le cas de Total, mais également sur les problématiques de gaz naturel et de pétrochimie qui sont des vecteurs de croissance importants. Et dans la deuxième vidéo, on verra que justement les stratégies des différentes sociétés vont pouvoir différer et n'auront pas toutes le même positionnement vis-à-vis de ces points-là. Alors quels sont les différents éléments de la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et quels sont les facteurs impactants pour chacun de ces segments-là? Le premier point, évidemment, ça va être de réussir à produire la ressource, la matière première, et donc on va s'adresser à ce qu'on appelle le secteur amont ou upstream, qu'on rencontre plus communément en anglais. Donc là, l'objectif de ce segment-là de la chaîne de valeur, ça va être de trouver les ressources et de parvenir à les produire. Donc les facteurs impactants ici, ça va être premièrement évidemment les volumes, puisque plus les volumes de production sont importants, plus la société va réaliser un chiffre d'affaires élevé et va potentiellement, et ça c'est très intéressant, pouvoir parvenir à des économies d'échelle. Et on va également avoir un indicateur clé qui va être nécessaire de connaître et de suivre, ça va être le seuil de rentabilité de notre société. À partir de quel prix du baril de pétrole est-ce que notre société va être rentable, elle va être à l'équilibre financier. Et toutes les sociétés n'ont pas le même seuil de rentabilité, donc ça c'est très important à connaître pour comprendre dans quelle optique est notre société et dans quelle stratégie est-ce qu'elle se positionne. Puisqu'en fait, il faut bien garder à l'esprit qu'à travers la vente des barils de pétrole, notre société va devoir à la fois couvrir ses coûts de production, mais aussi couvrir ses coûts d'exploration et de développement des autres champs pétroliers qui ne sont pas encore en production. Et elle va également devoir distribuer son dividende, donc tous ces coûts-là vont devoir être couverts par la simple vente des barils de pétrole brut. Et également, ce qui est fondamental à bien connaître pour un producteur de pétrole, ça va être son positionnement géographique, puisque en fonction de là où la société va exercer, eh bien, le prix du baril sur le marché ne sera pas le même, la qualité même du baril, du pétrole, du produit ne va pas être le même et donc va impacter le prix de revente de ce produit-là. Et éventuellement, en fonction de son positionnement géographique, on va également avoir des événements géopolitiques qui vont pouvoir impacter. Donc pour une société dans l'upstream, c'est volume, seuil de rentabilité et positionnement géographique. Ensuite, une fois qu'on a produit la ressource, qu'on l'a extraite, eh bien il faut tout naturellement l'acheminer dans les lieux de stockage et les lieux de traitement. Et donc là, toute cette partie logistique, c'est ce qu'on appelle le segment midstream. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être notamment la taille de la société pour, encore une fois, qu'elle puisse parvenir à des économies d'échelle. Et très intéressant, certaines sociétés de la logistique pétrolière vont également détenir un véritable avantage compétitif durable par leur positionnement stratégique sur certaines zones géographiques. Elles vont pouvoir détenir un parfait monopole puisque les sociétés pétrolières, pour pouvoir acheminer leurs produits, vont devoir nécessairement passer par ces pipelines ou ces chemins de fer par exemple. Ça, c'est un segment qui est particulièrement intéressant puisque les sociétés qui exercent dans ce segment midstream vont avoir généralement des contrats de long terme, ce qui va leur assurer une certaine visibilité en termes de ressources financières. Et en fait, elles vont faire payer un frais de passage qui va être obligatoire tout simplement pour les producteurs s'ils veulent parvenir à acheminer leurs produits. Donc c'est un péage obligatoire et ça, c'est un des avantages compétitifs durables qu'on aime bien identifier au sein de nos sociétés pour investir sur le long terme. En plus de ça, ces sociétés du segment midstream, elles vont potentiellement, si elles arrivent à parvenir à des économies d'échelle, pouvoir avoir un besoin en investissement qui va être plus limité et ça va être très intéressant puisque c'est du cash flow qui va pouvoir être dégagé en dividendes. En troisième lieu, une fois qu'on a produit et qu'on a acheminé la ressource, évidemment, il faut la traiter. Donc ça, c'est le cas du secteur aval ou downstream en anglais, donc notamment le cas du raffinage. Ici, ce qui va nous intéresser, encore une fois, c'est tout naturellement le volume de produits que la société va pouvoir traiter, mais également le type de produit, puisque tous les produits qui sont raffinés ne vont pas donner lieu aux mêmes marges de raffinage. Certains produits sur le marché vont pouvoir se vendre plus cher, vont avoir des marges de raffinage plus intéressantes, et c'est notamment le cas de la chimie de spécialité. Et donc, comme on le disait un petit peu plus tôt dans cette vidéo, ce qui est très particulier avec ces sociétés-là du segment aval, c'est qu'elles ne contrôlent ni le prix d'achat des matières premières, le prix du baril, et elles ne contrôlent pas non plus le prix de revente sur le marché. Et donc, tout ce qu'elles peuvent faire, elles, c'est parvenir à optimiser leur marge de raffinage, réussir à opérer avec les coûts les plus faibles possibles. Et sur ce point-là, toutes les sociétés ne sont pas sur un pied d'égalité, puisque certaines zones présentent des raffineries qui sont bien plus vieillissantes, là où d'autres, notamment en Inde et au Moyen-Orient, présentent des raffineries beaucoup plus récentes,
plus à la pointe d'un point de vue technologique, plus grosses également en termes de capacité de traitement des produits, donc vont pouvoir réaliser des économies d'échelle et en somme mettre sur le marché un produit avec des marges de raffinage les plus importantes possibles. Donc si vous souhaitez investir dans le segment aval, c'est nécessaire de connaître justement ces marges de raffinage là. Ensuite on a les fameuses compagnies intégrées, donc notamment les fameuses majors pétrolières. Ici ce sont les sociétés qui sont présentes sur tout le segment de la chaîne de valeur, à la fois de la production, de l'exploration, du développement des puits, etc., de la production, acheminement, donc toute la partie logistique, et puis la partie traitement, raffinage et distribution mise à disposition du client final. Donc ça, toutes ces sociétés intégrées, ça va être un choix particulièrement intéressant puisque ce sont des sociétés qui vont être plus stables dans le temps. Étant donné que les fluctuations du baril de pétrole, là où elles seront bénéfiques sur un des segments de la chaîne de valeur, elles vont être plus néfastes sur un autre segment. Par exemple, si le prix du baril de pétrole augmente, évidemment, le chiffre d'affaires réalisé par le segment upstream, par la vente de produits pétroliers, va être plus important. Et c'est d'ailleurs ce segment upstream-là la principale source de revenus de ces sociétés pétrolières. Et c'est pour ça qu'elles sont tant impactées par le prix du baril, le prix du marché. Mais à l'inverse, si le prix du baril augmente, dans ce cas-là, les marges de raffinage vont diminuer. Et donc les revenus liés au segment downstream vont être plus faibles. Mais globalement, une hausse du cours du baril de pétrole, ça va être bénéfique pour les grosses majors pétrolières qu'on va connaître. Donc à l'inverse, vous en doutez, si le prix du baril chute, eh bien les revenus du segment upstream vont diminuer, mais ça c'est pas bon pour ces sociétés-là, mais elles vont pouvoir compenser par une augmentation des marges de raffinage. Et enfin, la marge de ces sociétés-là, on a également des sociétés qui sont très intéressantes sur un segment de la chaîne de valeur qui est particulier, c'est sur le gaz naturel liquéfié. Donc on le disait au début de la vidéo, le gaz naturel joue un rôle tout particulier, très important dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un secteur qui est en très forte croissance, avec une augmentation de la demande, avec une très bonne visibilité. Et donc face à l'augmentation de la demande de gaz naturel, certaines sociétés se sont spécialisées dans notamment le gaz naturel liquéfié, donc qui permet de transporter le gaz à l'échelle du globe pour pouvoir l'acheminer sur les marchés les plus intéressants. Donc ça, ce marché-là du gaz naturel liquéfié, c'est un marché qui est en très très forte croissance et c'est un marché qui va particulièrement nous intéresser, on en reparlera dans la deuxième vidéo. Alors oui, quand on voit la chute globale du cours des actions sur l'année 2020, c'est clair qu'il existe de certaines opportunités sur le marché. En revanche, on ne va pas se diriger vers n'importe quel type de société. Ça, c'est essentiel. Alors, quel type de société on va rechercher? Dans un premier temps, si on s'intéresse à des sociétés du secteur amont ou alors des sociétés intégrées, donc notamment des majors pétrolières, on va s'intéresser aux sociétés qui ont les coûts de production les plus bas possibles. Et ça fait sens puisque, étant donné qu'on a peu de visibilité sur cette crise du Covid-19, on ne sait pas combien de temps elle va durer, on ne connaît pas encore exactement l'impact sur l'économie mondiale que ça va avoir et surtout, on a peu de visibilité sur le cours du baril de pétrole dans les mois et les années à venir. Et donc, pour se couvrir de ce risque-là, il est nécessaire d'aller s'orienter vers les sociétés qui ont les coûts de production les plus bas possibles. Et donc, en général, on va s'orienter plutôt vers des producteurs qui sont ce qu'on appelle des producteurs conventionnels, de pétrole conventionnel, c'est-à-dire les pétroles les plus simples à extraire et les plus classiques. Et à l'inverse, on essaiera de rester à l'écart des producteurs qui ont des coûts de production plus importants, donc liés au pétrole non conventionnel, donc par exemple le pétrole extra lourd ou alors le fameux pétrole de schiste. Vous l'avez compris, les majors pétrolières peuvent notamment constituer une opportunité de choix justement par cette stabilité qu'elles ont par leur positionnement sur les différents segments de la chaîne de valeur. Et donc dans ces sociétés-là, on va notamment chercher, très important, une certaine réserve de liquidité. On va devoir nécessairement s'intéresser au bilan financier de ces sociétés-là pour s'assurer qu'elles ont les liquidités nécessaires pour traverser la crise, encore une fois, sur laquelle on a trop peu de visibilité. Ce qui va être très intéressant, ça va être également de regarder la cote de crédit de la société pour évaluer sa capacité éventuellement à lever de la dette. Ce qui va être très intéressant à regarder, ça va être aussi le ratio de distribution du dividende. On va le chercher à relativement raisonnable, pas trop élevé. Pourquoi ? Parce que dans un contexte plus difficile, si la société a déjà en temps normal un ratio du dividende, de distribution du dividende relativement élevé, eh bien elle aura peu de marge de manœuvre pour continuer à maintenir ce dividende, voire à l'augmenter. Et ce qu'on voudra particulièrement éviter, ça va être de voir le cas de situations de sociétés qui vont s'endetter, qui vont contracter de la dette pour pouvoir rémunérer les actionnaires. Ça, dans une optique de long terme, dans l'optique d'investissement value, c'est quelque chose qu'on va absolument éviter. Ce qui est particulièrement critique et
d'ailleurs largement revu à la baisse par la plupart des sociétés pétrolières intégrées dans l'année 2020, c'est les programmes d'investissement. Et en fait, pour continuer à maintenir la production de matières premières, il est nécessaire de continuer justement à maintenir les investissements dans les champs pétroliers. Et donc, on va s'assurer que les investissements qui sont réalisés, eh bien, sont réalisés à partir des flux de trésorerie disponibles et non pas à partir de la dette qu'on aura levée. Donc ici, on a pris des considérations qui étaient relatives, on va dire, aux majors pétrolières. On a aussi des configurations qui peuvent être très intéressantes, notamment dans le cadre de la logistique, et donc on en parlera dans la deuxième vidéo. Donc voilà, ce qu'on va retenir, c'est que potentiellement on va avoir des bonnes opportunités chez les opérateurs intégrés, mais ici, attention, vigilance, on va s'intéresser au bilan pour s'assurer que la réserve de liquidité est suffisante et que la distribution du dividende est saine et en tout cas ne détruit pas de valeur pour la société sur le long terme. Maintenant, si on s'intéresse aux risques que présente l'investissement dans le secteur pétrolier, le premier, c'est que c'est un secteur qui est relativement concurrentiel et que donc, naturellement, les prix sont tirés vers le bas dans ce type de contexte-là. Ensuite, naturellement, et ça vous vous en doutez, les prix du marché sont relativement volatiles, que ce soit le prix des matières premières brutes, du baril de pétrole, mais aussi les prix des produits raffinés sur le marché. Et donc ça, cette volatilité-là implique un certain manque de visibilité parfois pour ces sociétés et donc un certain risque qui va y être associé. Et surtout, les sociétés n'ont pas de pouvoir sur les prix du marché. Elles vont pouvoir jouer sur leurs coûts internes pour parvenir à optimiser ces marges, mais en aucun cas, elles n'auront de pouvoir sur le prix de revente des biens sur le marché. Ensuite, et ça c'est un des très gros inconvénients selon moi de ce secteur-là, c'est que c'est un secteur qui est relativement consommateur de capitaux, puisque pour maintenir les installations et puis pour continuer à produire tout simplement, eh bien les sociétés doivent injecter des dépenses d'investissement qui sont colossales. Et ça c'est un des points qui est très négatif dans une optique d'investissement value. Et d'ailleurs, Warren Buffett disait lui-même qu'il tenait à rester à l'écart de ce type d'industrie-là, donc par exemple l'industrie pétrolière ou encore l'industrie des télécoms, parce que justement, simplement pour rester à flot, eh bien les sociétés de ces secteurs-là doivent faire des dépenses en investissement, en capitaux qui sont relativement importantes. Donc ça, c'est un inconvénient. Et puis on ne va pas analyser de la même manière des sociétés qui sont très consommatrices de capitaux que des sociétés qui ne consomment pas de capitaux, donc des sociétés de conseil par exemple. Ça ne va pas se traduire de la même manière dans l'analyse des états financiers, l'analyse des ratios, donc ça c'est quelque chose à garder en tête. Un autre risque également, et ça c'est propre à toutes les industries cycliques, c'est que globalement l'industrie pétrolière c'est une industrie qui est très dépendante de la conjoncture économique. Enfin, une dernière remarque liée au risque et au point de vigilance dans l'investissement dans ce type de secteur-là, c'est qu'il existe tout un tas de produits dérivés, de produits financiers qui vont nous permettre d'investir dans des commodités mais qui ne se gèrent pas du tout de la même manière que des actions qu'on va acheter dans une société. En fait, la question est beaucoup revenue pour les personnes qui voulaient investir dans le baril de pétrole quand il était en territoire négatif au début de l'année. Et en fait, pour faire cela, on doit passer par des produits dérivés complexes qui sont basés notamment, dont le sous-jacent, ce sont des contrats futures, et donc ça ne se gère pas du tout de la même manière. Donc on va pas du tout rentrer en détail sur ce point-là ici, mais attention, si vous souhaitez investir directement dans les commodités, les produits sont spécifiques, donc assurez-vous de bien les comprendre. Ce n'est pas un simple ETF comme un panier d'actions qu'on va acheter par exemple. Ici, les fonctionnements sont vraiment différents. Voilà, donc si on veut résumer maintenant cette vidéo en quelques points, on retiendra que investir dans le secteur pétrolier et gazier, c'est investir dans un secteur qui est en croissance, car augmentation de la population mondiale, car augmentation de la consommation énergétique par habitant à travers le monde, et puis on l'a vu, augmentation de la demande en pétrole liquide jusqu'en 2035-2040, date à partir de laquelle on atteindra un plateau, et surtout, et ça c'est très intéressant, augmentation de la demande de gaz naturel, qui est un des piliers de lutte contre le réchauffement climatique. Ça on le verra plus en détail dans la deuxième vidéo, mais tous les opérateurs ont un positionnement qui est différent vis-à-vis de cette lutte justement contre le changement climatique. Là où certains vont privilégier la recherche et développement par exemple, notamment dans les biocarburants, d'autres vont pouvoir diversifier le mix énergétique et justement investir dans la recherche, dans ces technologies-là pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi une manière à notre échelle d'apporter notre pierre à l'édifice dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le secteur pétrolier est un secteur qui ne disparaîtra pas dans les décennies à venir et au contraire, il conviendra pour ce secteur d'accompagner la lutte contre le réchauffement climatique en mettant à disposition ses ressources et sa légitimité en tant qu'acteur énergétique majeur. On retiendra qu'il y a différents acteurs du segment de la chaîne de valeur qui ont chacun leurs atouts mais également leurs faiblesses et surtout leurs propres facteurs impactants.
Et globalement, l'industrie pétrolière, c'est une industrie qui est globalement volatile avec un contrôle limité sur les prix d'achat des matières premières et les prix de revente sur le marché. Et donc, il conviendra tout particulièrement dans des contextes difficiles comme ça, en bas de cycle économique comme l'année 2020, d'investir dans des acteurs qui seront très solides financièrement et avec la meilleure visibilité possible. Et donc ça, vous avez compris, on en parlera dans la deuxième vidéo. Si le secteur énergétique et les problématiques qui y sont afférentes vous intéressent, alors j'ai quelques livres ici à vous recommander. Le premier, c'est Dormez tranquille jusqu'en 2100 et autres malentendus sur le climat et l'énergie de Jean-Marc Jancovici, donc véritable référence, qui ici traite des problématiques liées à la transition énergétique et justement des challenges qui y sont associés. Passionnant, je vous le recommande. Ensuite, on a Énergie, ressources, technologies et enjeux de pouvoir de Nicolas Mazzucchi, qui lui traite purement des problématiques de géopolitique liées au pétrole. Un peu plus technique ici, le pétrole, quelle réserve, quelle production et à quel prix. Si vous souhaitez investir dans le secteur et le comprendre en profondeur et particulièrement comprendre les mécanismes qu'il y a derrière et les facteurs impactants, celui-ci un petit peu plus technique vous intéressera vraiment et vous y trouverez aussi un certain nombre d'éléments sur ce qui fait les prix du baril de pétrole, donc très intéressant également pour comprendre de manière générale l'économie globale en fait. Et enfin, un peu plus léger, les nouvelles guerres de l'énergie, bataille pour le climat, friction géopolitique, état déstabilisé par la baisse des prix du pétrole, les raisons d'une situation explosive. Celui-ci donc traite encore une fois ici des problématiques géopolitiques, pas seulement liées au pétrole, mais à l'énergie de manière générale, et un peu plus léger sous forme peut-être d'anecdotes un peu plus courtes sur les différents pays, donc plus intéressant et un peu plus ludique peut-être à lire. Voilà, je vous mets les liens de ces livres dans la description si j'arrive à les trouver. Dites-moi en commentaire si ce format d'analyse vous a plu. C'est un peu nouveau et encore une fois, si vous débutez en bourse, n'hésitez pas à télécharger le guide pratique de l'investisseur value débutant dont le lien se trouve dans la description. Vous trouverez également le lien de la newsletter pour recevoir tous les 10 à 15 jours un mail d'analyse, de recommandations, de conseils, des concepts clés de l'investissement value ou éventuellement d'analyse de la situation macroéconomique. J'en profite également pour vous annoncer la création d'une communauté d'investisseurs qui partagent les mêmes vision d'investissement sur le long terme, donc la communauté des investisseurs value, qui nous sert notamment à partager nos analyses, nos recommandations, nos conseils, peut-être même nos signaux d'achat. Associé à cette communauté, j'ai également créé une plateforme d'apprentissage d'investissement en bourse sur le long terme, donc si vous voulez en apprendre plus, les liens se trouvent dans la description. Moi je vous dis à dans quelques jours pour la deuxième vidéo dans laquelle on va passer en revue la liste de sociétés que j'ai retenues. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de la suite. À très bientôt, ciao.